Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En première partie d'émission, nous avons rencontré les experts de la plateforme de vente Katawiki. Comment distinguent-ils les pièces authentiques des contrefaçons? Nous les avons suivis dans leur quotidien. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevons Luc Lariba, qui est journaliste, réalisateur, auteur de documentaires. Il nous parlera de son immersion au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, qui célèbre cette année ses 50 ans. À cette occasion, il publie un roman graphique en collaboration avec la dessinatrice Laure Fissor aux éditions de La Martinière. C'est parti pour Art et Marché. À quoi faut-il faire attention lorsqu'on achète un sac à main sur Internet? Alors que certains modèles deviennent de véritables objets de collection, le marché des sacs à main de luxe attire de plus en plus d'acheteurs, mais aussi de contrefaçons. Pour y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre des experts de Katawiki. Ils nous livrent leurs conseils pour reconnaître un sac authentique et éviter les mauvaises surprises. On a vraiment des clients de tous les âges et de tous les, on va dire, types d'intérêts. Donc aussi bien des gens qui vont chercher la bonne affaire sur un sac, on va dire autour de quelques centaines à 1000 ou 2000 euros à porter. On a aussi des gens qui ont des collections très importantes de sacs, à parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. On vend des sacs autour de 40 à 50 000 euros, c'est souvent chez Hermès. On est en présence de 2 sacs Kelly Hermès, donc attention, il y a un faux parmi ces deux. Quand je regarde un sac, je regarde toujours son aspect extérieur, c'est-à-dire est-ce que le modèle existe. Donc là, c'est vraiment le modèle Kelly, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, on va regarder son aspect. Je dirais que celui-ci est quand même un peu rigide. Ensuite, on va regarder le cuir. Donc chez Hermès, tous les cuirs ont un nom spécifique. Ici, c'est le taurillon Clémence. Vous voyez qu'il y a des grandes lignes comme ça. Donc ça, c'est vraiment spécifique au cuir Hermès. On peut regarder également les coutures. Donc les coutures chez Hermès, elles sont faites au point sellier. Donc c'est un fil qui est cousu à la main avec 2 aiguilles qui se croisent, ce qui fait qu'à la fin, vous avez un fini comme ça, oblique en diagonale. Donc ça, c'est très important. Et s'il y a des petites irrégularités, c'est normal parce que c'est un travail manuel. Alors que, par exemple, si on regarde sur celui-ci, vous allez voir que le piqué, il est quand même assez profond et très régulier. Le fil, il est un peu brillant, donc ça fait déjà plus penser à une couture machine. Ensuite, ce qui est important à l'extérieur, c'est les parties métalliques. Et il ne faut pas qu'il y ait d'aspect étrange au niveau de l'oxydation par rapport à l'extérieur, mais également de la manipulation. Et quand on l'ouvre, vous pouvez regarder les sanglons, les petits clous qui sont à l'arrière des sanglons s'ils ne sont pas trop bombés. Si on ne voit pas trop les parties métalliques au travers, donc ça c'est un bon point. Le zip à l'intérieur. Donc là, les gravures sur le zip, c'est très important. C'est la gravure Hermès. Nous, dans la catégorie monnaie, on demande un minimum de 2 photos pour avoir ce qu'on appelle l'avers et le revers de la monnaie, et non pas le pile et face. Le poids est un très bon indicateur. J'ai malheureusement pas une balance, mais par exemple sur cette pièce-là, le poids normal est marqué sur la monnaie. C'est marqué poids 27 grammes. C'était inscrit sur les monnaies d'Indochine. Et celle-ci, de façon garantie, ne fera pas 27 grammes. Va certainement faire dans les 21 grammes. Or, ces monnaies-là sont censées être au poids, étant donné qu'elles sont en argent, sont censées avoir un poids très précis. Les faussaires vont avoir un souci du détail sur la partie la plus visible, donc la partie centrale, on va dire, de la monnaie, mais ils vont avoir tendance à délaisser le bord et la tranche. Donc là, vous avez par exemple ce qu'on appelle un écu de 5 francs, qui est daté 1875. C'est une monnaie assez courante et qui, du fait de son côté très courant, fait qu'on ne va pas forcément se douter qu'elle peut être fausse. La tranche qu'on voit ici est striée. Et en fait, à cette époque-là, la tranche ne devait absolument pas être striée. Je vais prendre la même, mais en exemplaire authentique. Et là, sur la tranche, apparaît la légende « Dieu protège la France ». Là, dans le cas présent, c'est une monnaie qui vaut entre 20 et 30 euros la pièce. Dans 99% des cas, les fausses seront des faux grossiers. C'était notre reportage avec les experts de Katawiki. Tout de suite, l'interview du week-end. Je suis ravie de recevoir Luc Lariba, qui est journaliste, auteur et réalisateur de documentaires. Alors vous êtes rentré en immersion au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, qui célèbre cette année ses 50 ans. Et à cette occasion, vu publier un roman graphique qui s'appelle Trafic d'œuvres d'art, une enquête au cœur de l'OCBC, en collaboration avec la dessinatrice Laure Fissor aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. C'est une immersion, oui, c'est surtout une enquête pas à pas, plus exactement. Oui. Alors justement, vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Ça a commencé en 2023. Oui. Tout d'abord, petit point
explications, l'OCBC, etc. C'est un grand titre. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire quelles sont les missions de cet office? Et puis après, vous allez nous raconter comment est venu ce début d'enquête, comment ça s'est passé? L'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, c'est l'équivalent de ceux qui luttent contre le trafic d'armes ou contre le trafic de drogue. Eux, ils s'attaquent essentiellement aux œuvres d'art volées, pillées, spoliées aussi. Ils luttent et ils font surtout aussi beaucoup de prévention, c'est-à-dire qu'ils allient à la fois les enquêtes sur le terrain, mais aussi de la stratégie. Ils font de l'opérationnel, des enquêtes de terrain, des enquêtes pour retrouver des œuvres d'art volées, pillées, et aussi de la stratégie, c'est-à-dire tisser des liens avec d'autres services de police en France, en Europe ou dans le monde, de manière à retrouver une œuvre d'art, mais aussi à démanteler des réseaux. Et en allant vers ce démantèlement de réseaux, c'est aussi de contrôler le marché de l'art. D'accord. Et c'était une passion pour vous? C'était un sujet C'est un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, parce qu'on en parle très peu, parce c'est un sujet international, qu'il y a une seule police en France qui traite de ça, de ce sujet-là. Ils sont 30 enquêteurs. En Italie, ils sont 300. L'Italie, c'est l'un des plus gros dans le monde. C'est l'un des plus gros dans le monde, mais ils sont aussi rattachés au ministère de la Culture, alors qu'en France, ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur, mais ils travaillent aussi avec le ministère de la Culture, des Affaires étrangères, des Finances. Donc c'est quand même une entité très forte. Et en s'intéressant, en travaillant sur le marché de l'art, sur le trafic, sur les œuvres volées, pillées, eh ben, ils sont amenés à être en lien avec plein de milieux différents. Ça peut être vraiment un galeriste très réputé, ça peut être un musée, ça peut être un gang de voleurs. Donc c'est vraiment transversal. C'est très transversal et c'est ça qui est passionnant parce que ça peut être en France, en Italie, dans le monde et puis ça peut être dans Paris 7e comme dans une zone reculée. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et l'objectif de votre enquête, c'est vraiment de voir comment ça se passait de l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous avez voulu... tout simplement, qu'est-ce que vous avez découvert de l'intérieur? C'est vrai qu'on n'a pas forcément lu dans des articles ou vu dans des reportages. Il n'y avait aucun livre, m'intéressant au sujet depuis très longtemps, il n'y avait aucun livre qui traitait de ce sujet-là de l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez trouver des livres d'historiens, de journalistes qui vont raconter un fait ou qui vont expliquer ce que c'est un peu que le trafic d'œuvres d'art. Dans ces ouvrages-là, il y aura 1 ou 2 témoignages, mais il n'y a jamais eu de livre fait par des anciens de l'OCBC, comme parfois on peut trouver des anciens commissaires de la brigade criminelle qui racontent leurs faits. Là, il n'y avait rien sur l'OCBC vu de l'intérieur. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est d'être au contact avec eux, de voir comment ils travaillent, comment ils enquêtent, jusqu'où ils vont, quelles sont leurs méthodes, mais aussi quels sont leurs freins, quels sont leurs champs d'action. Et donc, quand j'ai réfléchi à travailler ce sujet, j'ai pris contact avec eux très rapidement. Et il s'est trouvé que j'avais noté que ça allait être le 50e anniversaire de cet office. Et ils m'ont dit oui. Ça a été une mise en marche pas compliquée, mais assez longue à faire parce que des autorisations, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, quelles affaires traiter, comment les traiter, comment raconter. Donc ça a été très contrôlé. Mais après, ils se sont, j'allais dire, pliés au jeu, dans ce sens, en m'accordant une certaine confiance pour pouvoir raconter ce qu'ils faisaient et surtout ne pas trahir, c'est-à-dire ne pas raconter n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, vous avez dit tiens ça, parce que c'est vrai qu'on peut s'imaginer plein de choses autour de l'enquête d'œuvres d'art, j'imagine qu'il y a tout un imaginaire à poser à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans leur manière de travailler? Quand on parle du trafic d'œuvres d'art, des biens culturels volés, pillés, tout de suite on a l'image soit d'Arsène Lupin, soit d'Indiana Jones. Mais en fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'enquêtes de bureaux, c'est-à-dire qu'ils passaient énormément de temps dans leur bureau à retracer un vol ou un pillage ou une affaire de manière à vraiment faire une procédure très carrée pour pas qu'il y ait une seule faille. Donc c'est vrai qu'il y a des auditions, il y a beaucoup d'auditions, il y a beaucoup de perquisitions,
il y a ce qu'on appelle du terrain, mais il y a quand même aussi beaucoup de travail en bureau. Un facteur important à l'OCBC, c'est le temps. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que certaines enquêtes pouvaient se faire sur quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, et d'autres sur la durée. Et celles qui vont se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait, elles vont être interrompues, ils vont en commencer d'autres, et puis la reprendre plus tard. Et puis il y en a d'autres, elles vont être faites en très très peu de temps. Parce qu'ils vont avoir un indice, une écoute de bande, une perquisition, l'audition de quelqu'un qui va permettre un regroupement, et en quelques jours, ça pourrait être plié. Mais ce qui est très important chez eux, quand on arrive, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'importance de la procédure. Et vous êtes resté combien de temps dans le bureau? 1 an et demi à faire la petite souris ou alors À peu près, oui, 1 an et demi à les déranger, mais ils ont accepté que je les dérange, à poser des questions, vraiment, à discuter d'affaires importantes, de manière à raconter des affaires importantes pour pouvoir montrer les différents champs d'action. C'est-à-dire que dans le livre, on va parler du pillage qui a lieu dans des pays comme l'Égypte. On va parler du détectorisme, qui est un fléau très important aujourd'hui. Ceux qui se servent d'un détecteur de métaux pour aller faire de la recherche, c'est quelque chose... Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça? Il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est très réglementé, c'est très encadré. On ne peut pas faire de la recherche dans un champ n'importe comment. De traiter aussi d'une affaire de contrefaçon, de traiter d'une affaire, j'allais dire, classique de vol chez des particuliers, et qui va jusqu'à du recel de biens culturels. Donc c'était vraiment de montrer dès le début les différentes facettes de ce métier-là. Et vous avez pu voir quels outils, justement, dans leur bureau, quels outils ils utilisent? Est-ce qu'il y a des outils qui sont particulièrement pointus en termes de technologie? Comment ça se passe? Ou c'est vraiment du manuel, d'essayer de comparer des photos, etc.? Il y a un outil très important chez eux, c'est la base de Tréma, qui est une base où ils enregistrent, quand il y a une plainte qui est déposée pour une œuvre volée, elle est enregistrée sur cette base-là, donc ils la consultent. Et en ce moment, ils sont en train de passer pour pouvoir rechercher des œuvres volées, à tout ce qui est l'intelligence artificielle, de manière à retrouver plus vite des œuvres volées en fonction des plaintes ou des éléments qu'ils pourraient avoir. Et ça, c'est vraiment un logiciel informatique très important pour eux, parce que sur une enquête, ils arrivent chez quelqu'un, ils font une perquisition en règle, et donc pour de la drogue, par exemple, on va lâcher les chiens, ils vont renifler, ils vont trouver de la drogue. Oui. Pour les billets, de la contrefaçon, pareil. Mais une œuvre d'art, il n'y a pas d'odeur. Donc une œuvre d'art, il faut la prendre, la photographier, voir si elle a été volée ou pas, comment, est-ce qu'elle est dans la base de données. Donc c'est vrai que sur ça, prendre la photo, l'envoyer à quelqu'un qui est resté au bureau, vérifier qu'elle est bien dans la base ou qu'elle fait partie des listes volées. Donc ce logiciel-là est très important, oui. Est-ce que vous avez fait quand même un petit peu de terrain, ou est-ce qu'il y a une enquête que vous avez vue de bout en bout que vous pouvez donner un exemple assez marquant? J'ai pas fait d'enquête de bout en bout parce que c'était pas possible, et les quelques fois où j'ai pu aller sur le terrain, c'était vraiment sous couvert de l'autorisation de la magistrature, parce que c'est très encadré quand même. Et encore, je n'étais pas vraiment sur le terrain avec les policiers, j'étais vraiment en retrait. Moi, il y a des enquêtes, oui, qui sont très fortes, très intéressantes. Celle sur le détectorisme est vraiment intéressante parce que c'est, une fois de plus, c'est un fléau qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, et ça peut commencer juste par une petite pièce récupérée dans un champ par quelqu'un qui va passer chez un numismate parisien, qui va aller dans un salon à l'étranger, etc., etc. Et cette petite pièce qui pourrait valoir, qui explique aussi une civilisation, pourquoi elle était là, pourquoi elle est tombée comme ça, peut se vendre à des millions d'euros. Merci beaucoup Luc Lariva. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur et réalisateur de documentaires, et donc vous avez réalisé avec Laure Fissor, la dessinatrice, Trafic d'œuvres d'art aux éditions de La Martinière. Et donc je vous invite à consulter les histoires de l'OCBC que Luc Lariva a suivies. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis durant Art et Marché pendant toute cette année. C'était la dernière de cette saison, et je vous retrouve l'année prochaine en septembre 2025. Merci.